Bienvenue à cette exploration de sources aujourd'hui. On va plonger dans une question assez fondamentale. Comment on pourrait reprendre le contrôle sur notre identité numérique? Mhm. On se base sur des documents qui parlent de freewill.social, puis ça semble né d'une expérience assez directe, mettons, pour l'initiateur, à Vijay Sumamix. Ah oui? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il raconte s'être fait bannir de Facebook. Pour de bon, là. Après une publication un peu ironique, genre « Avez-vous le libre arbitre? » Non, j'ai Facebook. Ouf! Ouais. Puis ça, d'après les textes qu'on a, ça a été comme l'étincelle. C'est ça? Puis ces documents-là, il y a un manifeste, des bouts d'un livre en préparation. Ça développe une critique assez solide du modèle des médias sociaux qu'on connaît. Facebook, Meta, c'est l'exemple principal. OK. Le gros concept qui revient tout le temps, c'est le capitalisme de surveillance. Mhm. Les chiffres sont quand même frappants, là, tu sais. Autour de 97,5 % des revenus de Meta, ça viendrait de la pub. Mais l'utilisateur, lui, qui fournit les données, l'attention, ben, il reçoit rien de ça direct. C'est un peu ça l'idée dans les textes, comme si on faisait une sorte de travail numérique, mais sans être d'accord, finalement. Exactement. Notre attention est captée, nos données analysées, puis on devient, ben, le produit, quoi. Nos profils, eux, seraient vendus aux enchères en cachette. C'est assez troublant quand on y pense. Puis les textes insistent aussi sur l'impact de la grosse panne de Facebook en octobre 2021. Ah oui, je m'en souviens, ça avait fait pas mal jaser. Ben oui, ça a montré à quel point on est dépendant. Les sources disent que dans certains pays, là, Facebook, c'est l'Internet pour des millions de personnes. Hum. Fait que perdre l'accès, c'était comme une coupure d'électricité générale, avec des vraies conséquences. C'est fou. Puis face à ce portrait un peu sombre, là, les documents présentent freewill.social. Mais pas juste comme une autre app, t'sais. C'est plus une réponse philosophique, technique même. Ah? Ils parlent d'un manifeste pour une pluralité pair à pair, puis pour une identité autodétenue. Self-owned identity. OK, autodétenu. Fait que notre but aujourd'hui, c'est ça, décortiquer cette vision-là, comprendre comment ça marche, les principes derrière cette alternative, en se basant vraiment sur ce qui est écrit dans nos sources. Parfait, allons-y. Cette critique du modèle Facebook Meta, comment les textes la formulent exactement? On parle d'une architecture pensée pour l'extraction de données massives puis la prédiction de comportement. C'est fort, là. Oui, c'est assez direct. L'idée, c'est que notre attention, notre temps de cerveau, il est constamment mis aux enchères en secret. On ne serait plus des utilisateurs, mais des profils extractifs. Ça change la game, comme on dit. Ben oui. Puis les documents utilisent une expression qui frappe, là. Architecture de clôture. Architecture of enclosure. De clôture, OK. C'est pour illustrer comment ces grosses plateformes nous enferment dans leur système. Ça crée une dépendance systémique. Systémique, moins. Exact. Puis ça rend les gens vulnérables aux pannes techniques, oui, comme celle de 2021, mais aussi, puis les textes insistent là-dessus, aux décisions arbitraires. Genre les bannissements. Exactement. Les bannissements sans avertissement, sans recours clair, comme ce que l'auteur a vécu, la modération qui n'est pas toujours transparente, même la censure potentielle. Qui est vraiment mis en lumière, c'est l'impact énorme de cette dépendance dans certaines places dans le monde, où ces plateformes, c'est pas juste pour le fun, là. C'est essentiel pour communiquer, s'informer, même gagner sa vie. Ah ouais. Quand Facebook plante au Myanmar, mettons aux Philippines, les sources suggèrent que c'est des pans complets de l'économie informelle, des liens sociaux vitaux qui sont comme paralysés. Wow. C'est majeur comme impact. Tout à fait. Puis l'histoire de l'auteur, son exil numérique, comme il l'appelle, ça illustre vraiment cette précarité-là. Oui, c'est très personnel, mais ça parle. Le choc de se faire couper l'accès du jour au lendemain. Tu perds ton réseau, oui, mais aussi des années de souvenirs, l'accès à des groupes de travail. C'est toute une partie de ta vie numérique qui disparaît d'un coup. C'est ça. Puis les documents utilisent ça pour dire, sur ces plateformes, on n'est pas un client qu'on essaie de satisfaire. On est une ressource à exploiter. C'est ce feeling d'impuissance, là, Ouais. d'être juste un rouage dans une machine. Puis c'est ça qui semble être le moteur derrière freewill.social. C'est palpable dans les écrits, ce sentiment d'aliénation. Puis ça nous amène, logiquement, à regarder l'alternative qu'il propose. Justement, freewill.social. Comment ça marcherait, d'après les textes? Ça commence avec une application légère qui est décrite comme un starter pack. La priorité numéro 1, la souveraineté de l'utilisateur. Sovereignty first.
OK. Souveraineté d'abord. Le principe de base, c'est que ton contenu, tes messages, tes photos, tout ça, c'est stocké sur ton appareil. Directement. Ah, localement. Oui, local first. Pas de gros serveurs centraux au départ qui ramassent tout. Pas de surveillance directe dans le modèle. Il y a une citation qui dit « Vous possédez l'espace, vous possédez le rythme ». Ça change du modèle cloud first où tout s'en va direct dans le nuage de la compagnie, tu sais. Exactement. Ici, le local, c'est la fondation. Puis les documents disent qu'après, tu as des options si tu veux plus de flexibilité. Tu pourrais synchroniser entre tes appareils OK. ou choisir du stockage cloud. Mais là aussi, tu as le choix. Soit tu l'auto-héberges si tu es technique, soit tu utilises un stockage décentralisé qui est soutenu par une DAO. On va y revenir au DAO, c'est clé. D'accord. Puis il y a aussi cette idée de déployer un jumeau numérique pour interagir avec le reste du web. Mais puis ça, c'est super important selon les textes, juste avec ton consentement explicite pour chaque type d'interaction. La souveraineté reste le mot d'ordre. Intéressant, cette progression. Puis les sources parlent d'un système à 2 niveaux d'accès. Le premier, c'est comme une porte d'entrée gratuite. C'est ça. Le niveau 1, c'est présenté comme un essai soutenu par la DAO, accès gratuit. Pour te connecter, tu choisirais une interface d'IA. Il donne OpenAI, Claude comme exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres. Une IA pour interagir. Oui. Puis ça inclurait une fonction de méta-recherche. Les détails sont pas super clairs dans les extraits, mais l'idée, ça semble être de chercher de l'info sans te faire pister comme sur Google, mettons. OK. Ce niveau-là, offrir aussi de la bande passante puis de la capacité de calcul de base, financé par la DAO puis ses sponsors. Le point clé qui me martèle, c'est subventionné par la mission, la souveraineté numérique, et non pas par la pub ciblée basée sur tes données. OK. Ça, c'est pour laisser gratuit. Mais après, il y a le niveau 2. Puis là, ça devient encore plus différent, on dirait. Il y aurait 2 façons d'y aller. Oui, tu as le choix. Option 1, tu payes un abonnement pour un accès premium. Classique. Ouais. Là, tu as une expérience garantie sans pub, contrôle total sur ton jumeau numérique, assez standard comme modèle payé pour un service amélioré. Mais l'option 2, C'est là que ça brasse la cage, non? l'idée de monétiser son attention, mais à l'envers. Tout à fait. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'option 2, c'est d'opter pour la monétisation de ton attention, mais on renverse complètement la dynamique qu'on critiquait au début. Comment ça? L'idée, c'est que toi, l'utilisateur, tu pourrais être rémunéré quand ton jumeau numérique que tu contrôles accepte, filtre, puis te présente des pubs jugées pertinentes. Attends, c'est moi qui définis ce qui est pertinent, là. C'est ça l'idée. La pertinence puis les conditions de l'interaction pub, c'est toi qui les fixes. C'est une rupture totale avec le modèle où Facebook décide quelle pub tu vois puis empoche tout l'argent. Wow! Fait que moi, Jumeau devient comme mon agent personnel qui négocie avec les annonceurs pour moi selon mes règles. C'est ça. C'est exactement ça? Exactement ça qui est présenté. Le jumeau est un intermédiaire, mais sous ton contrôle. Puis la rémunération, ça se fait comment? Les textes parlent de tokens. Oui, des jetons numériques. Ces tokens seraient transférables, échangeables peut-être. La valeur reste à voir, là. Puis surtout, leur attribution puis les transactions seraient enregistrées on-chain, sur une blockchain. Pour la transparence, j'imagine. Exactement, pour que tout le monde puisse vérifier les flux liés à cette attention monétisée. Puis le système serait basé sur la réputation. Si tu es crédible, si tu consens de façon éclairée, tu pourrais gagner plus de jetons. OK. Le slogan qui résume ça dans les sources, c'est « Les pubs ne vous extraient pas, elles négocient ». C'est un changement fondamental de posture. Faut vraiment qu'on creuse ce jumeau numérique, là, Digital Twin. Les textes disent que c'est une pièce maîtresse. Oui, c'est central. C'est décrit comme une représentation de toi basée sur l'IA, mais construite avec tes propres données. Tu pourrais importer ton historique Facebook, tes photos, tes messages, pour créer ton avatar numérique personnel, privé. Ce qui est fascinant, c'est comment elle le présente. C'est pas juste un gadget là, ou un chatbot cool. C'est pas non plus juste le concept un peu science-fiction d'après-vie numérique, même s'il mentionne un brevet de Microsoft là-dessus. Hein? Non? C'est quoi, alors? C'est positionné comme un outil concret d'autonomie puis de persistance de ton identité numérique. Ils le décrivent comme un coffre-fort, un vault personnel pour ton identité puis tes données. Un coffre-fort, c'est-à-dire? Pour se protéger de quoi, maintenant?
Mais dans le sens où ça te permettrait de sauvegarder puis de garder ton historique personnel, ta persona numérique, tes écrits, tes interactions, tes goûts, même si tu te fais sacrer dehors d'une plateforme comme Facebook. Ah, même si t'es banni? Oui, les sources utilisent même l'image d'une chaloupe de sauvetage pour ton identité en ligne. Ton compte sur la plateforme est fermé, mais ton jumeau, lui, avec l'essence sur ton historique, il t'appartient toujours, il est préservé. OK, ça c'est pour la sauvegarde. Mais tu disais qu'il pouvait agir aussi. Oui, puis c'est là que ça devient encore plus puissant. Comme on disait, il pourrait agir activement dans le monde numérique, mais toujours sous tes directives. C'est là qu'arrive la métaphore du diplomate. Le diplomate. Ton jumeau interagit à l'extérieur, incluant les publicitaires si tu veux, pas passivement, mais comme un agent qui négocie intelligemment selon ton mandat, puis qui te ramène une part de l'entente, la rémunération en token. Il a une forme d'agence, mais déléguée par toi. Ça donne le vertige un peu quand on y pense, mais qui contrôle toute l'infrastructure? Si c'est pas une compagnie centrale, comment on décide des règles, comment ça évolue? Les textes insistent beaucoup sur la gouvernance par une DAO, organisation autonome décentralisée. Oui, la DAO est cruciale dans leur modèle. Mais cette phrase choque. La DAO n'est pas l'application. La DAO est l'accord que personne n'est l'application. Ça sonne bien, mais ça veut dire quoi concrètement d'après les sources? Bien, ça veut dire, selon eux, que la propriété puis le contrôle final de l'écosystème freewill.social, ça appartiendrait pas à une seule entreprise, ça appartiendrait à la communauté des utilisateurs, organisée via la DAO. Une gouvernance collective, donc. C'est ça. Les documents expliquent les propositions pour faire évoluer le système, les règles de base, l'argent de la DAO seraient soumises au vote des membres. Puis ces votes, puis les propositions seraient enregistrées de façon transparente puis immuable sur une blockchain, on-chain. Pour que tout soit vérifiable. Exact. Ils mentionnent aussi que les modules d'identité seraient open source puis composables. Ça veut dire qu'ils pourraient être utilisés ailleurs. Ça favorise un écosystème ouvert, pas un jardin fermé. Puis la modération, c'est toujours le gros défi, ça. Oui. Puis là-dessus, ils parlent de modération fédérée, gérée potentiellement par différentes communautés selon leurs propres règles, plutôt qu'imposée d'en haut par une seule entité. Fait qu'on parle d'une tentative de démocratie directe pour une plateforme numérique. Les textes disent démocratie, pas l'échelle d'entreprise. C'est l'ambition affichée, oui. La DAO comme un contrat social encodé. Les règles sont transparentes, puis chaque membre, probablement via des tokens de gouvernance, même si les détails sont pas tous là, a son mot à dire. Le but, c'est de décentraliser le pouvoir, qui est aujourd'hui hyper concentré chez les géants du web. Évidemment, les sources ne détaillent pas tous les défis pratiques, là. Non, c'est sûr. Comment gérer les gros désaccords, par exemple? Dès que des groupes prennent le contrôle, mais ils posent ce modèle de gouvernance comme étant fondamental pour freewill.social. Si on prend un peu de recul maintenant, la vision d'ensemble, la philosophie derrière tout ça, d'après les sources, ce qui me frappe, c'est qu'il ne se positionne pas juste comme un concurrent qui veut faire un meilleur Facebook. Non, c'est plus profond que ça. L'ambition, c'est carrément d'abolir le besoin de ce genre de plateforme centralisée. C'est présenté comme un règlement de compte, un reckoning, avec le féodalisme de plateforme. C'est exactement ça, le féodalisme de plateforme où on serait comme des serfs numériques. C'est une image forte. Tout à fait. Puis ce positionnement est renforcé selon les textes par des choix comme utiliser Substack pour communiquer au début. Ah oui, pourquoi Substack? Bien, Substack marche par abonnement, par contribution directe. Ils mettent ça en contraste direct avec le modèle pub de Facebook. C'est pour montrer dès le départ qu'une autre monétisation est possible, moins prédatrice. OK, je vois. Dans le modèle freewill.social qu'ils décrivent, tu passes d'un utilisateur passif qui subit la pub et dont les données sont exploitées à un utilisateur actif, représenté par ton jumeau souverain, qui peut choisir de monnayer son attention, mais à ses conditions puis pour son bénéfice. Le fil conducteur, c'est vraiment la reprise de contrôle. Les slogans « Own your data »,« Own your attention », ça revient tout le temps. Oui, c'est le mantra. Le consentement, c'est plus juste une petite case à cocher, cachée. Ça devient dans leur vision la vraie monnaie d'échange. La clé qui ouvre ou ferme l'accès à notre attention, à nos infos. Le but ultime, c'est de devenir inextractable. Il y a une phrase qui résume ça. « Vous n'êtes pas le contenu. Vous n'êtes pas le consommateur, vous êtes le contexte. »
C'est un renversement complet de la relation de pouvoir qu'on a avec les plateformes aujourd'hui. C'est une excellente synthèse de l'esprit des textes, oui. Pour résumer les points clés qu'on a explorés à partir de ces documents, d'abord une critique vraiment fondamentale, assez virulente, du modèle économique basé sur la surveillance puis l'extraction de données. Qui domine en ce moment. Exact. SASASA, freewill.social, est présenté comme une alternative radicale, axée sur la souveraineté de l'utilisateur. Grâce au stockage local par défaut, le Local First, grâce au concept puissant de jumeaux numériques, qui est comme un coffre-fort pour l'identité puis un agent négociateur. Okay. Le tout encadré par une gouvernance décentralisée, la DAO, qui vise une sorte de démocratie numérique puis soutenue par un modèle économique double, soit l'abonnement premium, soit la rémunération de l'attention négociée par le jumeau, où l'utilisateur reprend le contrôle puis potentiellement une part de la valeur. Ça dessine une vision, pour le moins ambitieuse. Ça remet en question beaucoup de choses qu'on tient pour acquises sur notre vie en ligne. Absolument. Puis ça nous laisse avec une réflexion, pour la fin, qui vient directement des implications soulevées dans ces documents. Ah oui. Si ce concept de jumeau numérique tel qu'il est décrit là arrivait vraiment à encapsuler une partie importante de notre identité numérique puis à la rendre souveraine, comment ça transformerait notre propre perception de ce qu'est une identité à l'ère numérique? Bonne question. Est-ce que ça nous mènerait vers une gestion plus consciente, plus contrôlée de nos différentes facettes en ligne, ou au contraire, vers une fragmentation encore plus complexe de notre moi numérique? C'est vertigineux comme questionnement. Puis au-delà de l'individu, si un modèle de gouvernance par DAO, comme celui qu'ils esquissent, devait vraiment s'appliquer à grande échelle, quels seraient les défis concrets, peut-être même sous-entendus dans les sources, pour garder ça fonctionnel, équitable, résilient, face à des millions d'utilisateurs avec des opinions puis des besoins divergents? C'est clair que ça soulève d'énormes défis pratiques. Voilà, c'est la matière à réflexion que nous laissent ces documents intrigants.